10h15, la rencontre de Juliette Loiseau. Ce matin, rencontre avec un auteur. Il s'appelle Patrick Bannon, écrivain spécialisé en système de pensée religieux. Il est le directeur de l'Institut des sciences de la diversité et publie le guide du mieux vivre ensemble, ma laïcité, ma religion, mon identité. Ça sort aujourd'hui aux éditions Actes Sud Junior et c'est évidemment l'objet de votre rencontre, Juliette. Bonjour Patrick Bannon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes écrivain, essayiste, spécialisé en sciences des religions et systèmes de pensée. Vous êtes également directeur de l'Institut des sciences de la diversité et chercheur associé à la chaire Management et Diversité de l'Université Paris-Dauphine. Énormément de titres à dire dans cette seule introduction. Mais surtout, vous publiez un ouvrage, Guide du mieux vivre ensemble, ma laïcité, ma religion, mon identité. Ça paraît aux éditions Actes Sud Junior le 13 janvier. Aujourd'hui, le vivre ensemble, ça veut dire quoi ? Le vivre ensemble, c'est pas une situation, hein. C'est un engagement, c'est un choix de société. Et en réalité, c'est une véritable mutation culturelle. Tout simplement parce que, vous savez, au moment de l'invention de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, nous nous sommes organisés, nous, sociétés humaines, autour de la sacralité du territoire. Nous avons créé une sorte d'échelle des différences entre l'autre, l'homme, la femme, l'étranger, etc. Nous nous sommes rassemblés autour des ressemblances. C'est-à-dire que la ressemblance était le ferment de la société. C'est ce qui la légitimait, c'est ce qui semblait à l'époque juste, puisqu'on se ressemblait, donc il devait y avoir une certaine vérité. Donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les couleurs de peau, les origines géographiques, l'état de santé même, l'âge bien sûr, l'orientation sexuelle, etc. Donc c'était vraiment très organisé. Mais ça a changé. Depuis, disons, 30-40 ans, la globalisation de l'économie, la globalisation des cultures, la libre circulation des idées et des cultures fait que tout d'un coup, c'est la différence qui devient le ferment, ce n'est plus la ressemblance. Le ferment de notre société, la réalité, c'est la dynamique des différences. Voilà. Et nous devons donc maintenant gérer ces différences-là, parce que nous sommes des démocraties, et nous avons un idéal d'égalité, un idéal de justice, d'éthique, d'humanisme, qui font que ce vivre ensemble, il doit être équitable. Vous parlez d'un changement sur 30-40 ans. Pourtant, on a l'impression que le vivre ensemble, ça nous a explosé à la figure en 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre. Il en a plus que jamais été question. Mais c'est tout à fait normal parce que jadis, ce qui se passait ailleurs ne nous concernait pas. Donc, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, ou en Iran, ou au Yémen, en Afrique centrale, c'était loin. Et donc, si c'est loin, c'est exotique, et ça ne nous concernait pas directement. Aujourd'hui, nous sommes dans cette globalisation des cultures, donc naturellement, l'ailleurs, c'est ici. Nous sommes concernés partout. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, le concept de relativisme culturel n'existe plus. L'excision, par exemple, des femmes, c'était une tradition qui se perpétuait ailleurs, au Mali, c'était loin, mais aujourd'hui, c'est ici. Donc nous sommes concernés par des traditions et des cultures d'ailleurs, et on doit apprendre à gérer l'ensemble de ces réalités-là. Et vous parlez justement en introduction de ce guide du mieux vivre ensemble, que l'intérêt, ce n'est pas de faire une juxtaposition, mais une coexistence. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a juxtaposé toutes ces cultures qui forment notre société depuis des années sans jamais les mélanger ? Alors justement, non, moi je crois que l'effort du modèle français, c'est justement de ne pas juxtaposer les cultures, juxtaposer les communautés, c'est de reconnaître tout le monde comme faisant partie d'un tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, chaque individu est un tout en soi, n'est pas un morceau d'un tout. Donc notre société, elle est construite par l'agrégation d'individus, ce qui n'est pas le cas ailleurs, ce qui n'est pas le cas dans le modèle anglo-saxon, canadien, nord-américain, je dirais même allemand, où les différences servent de rassemblement. Nous sommes plus dans une logique de coexistence des différences. On a un modèle vraiment particulier sur cette question-là, mais plus largement sur ce qui est la coexistence des religions, de la laïcité. La France est vraiment à part en ça. Ah oui, le modèle français, d'abord par son rapport à l'individu, et pas aux communautés, est un modèle totalement différent des autres sociétés, mais au niveau de la laïcité aussi. Mais c'est vrai que le principe de laïcité, il est confus aujourd'hui dans les esprits. Nous avons, je dirais, deux grandes tendances. Il y a une laïcité, entre guillemets, athée, qui considère que tout ce qui est religieux relève du privé,
Et donc la religion doit être absente de la sphère collective, de la sphère publique. Et puis il y a l'autre laïcité, qui est notre laïcité en réalité, qui est la laïcité de la séparation, qui dit que l'État ne connaît pas les religions, n'a pas de religion en soi, et que donc l'espace de l'État, le service public, doit être neutralisé. Par contre, l'expression religieuse, elle est acceptable partout ailleurs. Et c'était vraiment un combat à l'origine du principe de laïcité, puisque il y avait cette laïcité athée qui était très virulente, qui exigeait par exemple que les prêtres ne portent pas de soutane dans la rue, et qu'ils portent des soutanes que pendant qu'ils travaillent, c'est-à-dire à l'église. Donc c'était très intéressant. Et Aristide Briand, qui était de l'autre côté, lui, il avait répondu, mais pour moi, une soutane, c'est un vêtement. Donc puisque je suis laïque, c'est un vêtement. Ce n'est pas un vêtement religieux. Donc on avait déjà le grand schisme à ce moment-là. Georges Clemenceau était du côté de la laïcité de séparation. Il y a eu un vote. Eh bien, plus de 400 votes ont été pour la laïcité de séparation et simplement une soixantaine pour la laïcité athée. Donc on en est là. Aujourd'hui, c'est toujours une laïcité de séparation qu'on a en France. Ah oui, on est, mais bien sûr, heureusement, nous sommes dans une laïcité de séparation, puisque c'est ce qui permet le vivre ensemble de toutes les cultures religieuses. Si on exclut, moi je trouve très dangereux d'exclure la religion de toute la sphère collective, parce que dans ces cas-là, on va créer des communautarismes, et ça va être pire. Alors dans ce guide du mieux vivre ensemble, donc vous vous intéressez à la laïcité, mais aussi à ma religion, les religions au sens pluriel qu'elles sont. Et vous revenez à un moment dans ce guide sur des concepts, des critères que vous présentez comme archaïques. Et quand on les lit, c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants, comme le Lévitique qui recommande de ne pas toucher une femme impure, c'est-à-dire qu'il y a ses règles, le Code de sainteté qui impose de ne pas porter certains vêtements, la Bible qui demande aux femmes d'accoucher dans la douleur. Pourquoi est-ce que vous revenez sur ces concepts pour montrer justement qu'ils n'ont plus leur place dans notre société, qu'on a mal compris ces textes-là ? Non pas qu'on les a mal compris, mais que tous les textes religieux, notamment monothéistes, sont des immenses avancées sociales. Ils ne correspondent pas à la façon de vivre des gens de la période. Donc on doit les considérer toujours aujourd'hui comme des avancées sociales. C'est-à-dire qu'un texte religieux n'est jamais archaïque. Ce qui est archaïque, c'est la pratique, c'est l'interprétation qu'on en fait, et c'est la pratique peut être archaïque, mais pas le texte. Il n'y a pas de religion archaïque. Voilà. Ce sont vraiment des avancées sociales. C'est pour ça que dans notre sujet du vivre ensemble, ces textes-là nous montrent que à tous les niveaux, la volonté des textes, c'était le rapport à l'autre, c'était d'organiser la société sur une diversité. Quand on revient même sur les textes de l'Ancien Testament, les tribus sont des nostalgies. L'idée, c'est de s'organiser comme une nation, c'est-à-dire comme un rassemblement de tribus différentes, avec des règles différentes, mais en fin de compte, avec ces fameux 10 commandements qui font une loi. Les gens adhéraient par la loi, n'adhéraient pas par le sang. Donc on est déjà dans ce grand progrès de rassembler les différences et d'un vivre ensemble de personnes qui sont d'horizons différentes. Et donc, ces concepts que vous présentez comme archaïques, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, on doit réinterpréter ces textes religieux, les adapter à notre époque ? Non, moi je ne crois pas qu'on ait à réécrire des textes. Je pense qu'ils étaient suffisamment en avance dans leur philosophie. Il n'y a pas de... il faut remettre chaque partie de texte dans son contexte, et malheureusement tout le monde ne peut pas le faire. Oui. Et c'est vrai qu'une grande partie des interdits qui aujourd'hui nous semblent ridicules sont en fin de compte à l'origine des ruptures avec tout ce qui était idolâtrie. Et donc c'était vraiment dans l'idée de faire table rase d'un passé pour construire une nouvelle société. Donc il faut aussi avoir cette distance-là. Donc je ne crois pas qu'il faille les réécrire, mais je crois qu'il faille apprendre à les comprendre. À prendre du recul. À prendre du recul et à les comprendre. Une fois qu'on a compris et qu'on remet dans un certain contexte, eh bien on connaît leur puissance parce que l'esprit est là. Un autre thème que vous abordez beaucoup dans ce guide du mieux vivre ensemble, c'est celui de la place du blasphème en France. Un thème qui a refait surface il y a un an avec Charlie Hebdo. C'est vrai qu'avant 2015, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas posé cette question du blasphème. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il doit être considéré en France ? On peut quand même comprendre que des unes de journaux qui attaquent les religions aient pu choquer des gens, mais elles doivent malgré tout l'accepter au nom de ce vivre ensemble ?
Au nom du vivre ensemble, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté tout court, on ne peut pas être d'accord qu'avec les choses pour lesquelles nous sommes d'accord. Hein, donc je crois que c'est vrai que la couverture de Charlie, par exemple, qui n'est pas mon journal de référence, hein, c'est pas mon humour, hein, mais à aucun moment je m'opposerai à ce que ce journal paraisse ou qu'il s'exprime. Voilà, que ce soit du mauvais goût, pas du mauvais goût, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personne n'est obligé de lire. On est dans une société, heureusement, où l'expression n'est pas dictée par des puissances extérieures aux personnes. Donc c'est très important, parce que si on acceptait la notion de blasphème, alors là, on ouvrirait la porte à beaucoup de choses bien pires encore. Le refus de l'égalité homme-femme, le refus de la mixité, qui est la grande révolution de notre société aujourd'hui, c'est la mixité. Et tout ça, c'est lié à la liberté d'expression. Et c'est vrai que les théocraties qui sont plutôt archaïques vont dans le sens bien sûr de ne pas accepter la liberté d'expression. Il y a pas mal d'artistes qui sont condamnés à mort en Arabie Saoudite, etc. Encore récemment. Bien sûr, et associé à ces exactions-là, eh bien naturellement, il y a le statut des femmes. Donc tout ça, c'est très lié. Oui, justement, le statut des femmes. Dans ce guide du mieux vivre ensemble, vous en parlez aussi beaucoup, notamment les stéréotypes. Vous montrez que le sexisme, c'est un stéréotype et qu'il faut les combattre. Ah, oui. On a aussi un combat à mener sur la place des femmes pour mieux vivre ensemble. Ça, c'est pas du tout acquis. Ah, mais c'est central. Ouais. Voilà, avant tout, s'occuper du vivre ensemble, s'occuper des différences, s'occuper du handicap. Bien sûr, il faut faire tout ça. Mais si on fait tout ça sans s'occuper de la mixité et de l'égalité homme-femme, on s'occupe de rien. Hein, on bâtit sur du sable. En réalité, notre monde, quelles que soient les religions, hein, on est dans un monde patriarcal, qui est un système patriarcal, pour plein de raisons qu'on n'aura pas le temps d'évoquer là. On a séparé réellement les devoirs et les obligations, les métiers entre masculin et féminin, entre énergie masculine et énergie féminine, qui nous emmène à des positions aussi sur l'homophobie, etc. Donc c'est quand même un monde où on a mis de côté la moitié de l'humanité en lui disant « vous n'avez pas accès, parce que vous êtes féminine, vous n'avez pas accès pleinement à la société ». Voilà, donc aujourd'hui nous avons beaucoup avancé sur l'égalité, qui n'est pas encore acquise. Elle sera acquise à ce rythme-là en 2095. Hein. Donc la mixité, par contre, c'est pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Il n'y a qu'une quinzaine de métiers aujourd'hui qui soient mixtes. Les autres métiers sont à grande majorité masculin ou à grande majorité féminine. Voilà, donc la grande révolution du vivre ensemble, elle passe d'abord par la grande mutation qui est celle de l'égalité homme-femme et surtout de la mixité. Merci beaucoup en tout cas Patrick Banon d'avoir été avec nous. Donc le guide du mieux vivre ensemble, ma laïcité et ma religion, mon identité, c'est donc paru aux éditions Actes Sud Junior. Merci beaucoup. Merci.